démarrer cette table ronde qui a la spécificité d'avoir une personne qui est en visio pour intervenir, qui est Serge Ebersold. Donc, on lui donnera la parole tout à l'heure. Mais juste pour dire que cette deuxième table ronde, c'est la deuxième partie de cette séquence sur la quantification qu'on a voulu organiser dans le cadre de cette CapLab. Donc déjà, merci aux intervenantes et intervenants de la table ronde précédente, parce que ça ouvre à beaucoup de questions sur les articulations entre les différentes échelles de données, qu'est-ce qu'on peut réussir à obtenir par la quantification, comment s'y articuler avec des démarches de terrain, etc. Et dans cette table ronde, qu'on a intitulée Comptons-nous bien ce qui compte, on devait avoir 4 intervenants. Un vient de se désister, pour une raison légitime, qui est un enfant malade. Donc Rémi Le Gall ne sera pas avec nous dans cette table ronde. Et on a le plaisir d'accueillir Hélène Clos, qui est directrice stratégie, innovation et relations citoyennes à la Grenoble-Alpes Métropole et qui viendra nous parler d'un indicateur, enfin, d'indicateurs qui se développent à la métropole et notamment un indicateur de bien-être soutenable. Donc voilà. On a Serge Bersol qui viendra, donc sociologue, laboratoire LISE au CNAM, qui viendra nous parler des enjeux de quantification dans le champ du handicap et des questions que ça ouvre, et puis aussi une démarche un peu historique de sa part sur son regard sur les chiffres accessibles, leur développement, mais aussi leurs limites et des manières de pouvoir y apporter d'autres réponses, d'autres modalités de production de connaissances. Et Gabriel Uribe-Larrea, sociologue du laboratoire Pacte à l'Université Grenoble-Alpes, qui viendra nous partager les éléments d'une démarche d'enquête en cours qui adopte une approche ethno-comptable et donc il nous expliquera en quoi ça consiste plus précisément. Donc l'idée de cette table ronde, c'est vraiment d'avoir différentes modalités de compter, de dénombrer, à différentes échelles, avec différents objectifs. Et donc on est ravis de terminer cette séquence de quantification avec cette table ronde-là. On va commencer pour des questions pratiques par l'intervention de Serge Ebersol. Ce n'était pas nécessairement pensé comme ça, mais il a une contrainte horaire. Donc on va démarrer par lui pour être sûr de ne pas le mettre en difficulté sur son planning. Donc merci Serge. Je te Alors, on m'alerte, Serge, sur le fait, et Jacques a raison de m'alerter là-dessus, qu'il va falloir tenir le temps et parler distinctement, parce qu'en visio, des fois, c'est pas toujours ça. Voilà. Mais on te dira si jamais si jamais c'est compliqué de notre côté. Est-ce que tu nous entends correctement déjà, toi? Très bien, très bien. Eh ben, on t'entend également parfaitement. On va peut-être te passer en plein écran. Ça évitera. Voilà. Super. Tu es immense. C'est troublant, c'est inquiétant. C'est c'est extrêmement impressionnant. Mais on te laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Heureusement que je ne me vois pas. Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous dans le cadre de cette table ronde. Désolé de ne pas avoir pu être parmi vous aujourd'hui. J'ai un impératif demain qui rendait absolument impossible matériellement d'être aujourd'hui à Grenoble et demain à Strasbourg. Et en plus de ça, là vient de se greffer un imprévu qui va m'obliger à partir à 17h40 ou plus tard et je vous prie vraiment de m'en excuser. Euh, alors, Jacques, je compte sur toi pour m'alerter sur le temps. Et donc, et Tu peux répéter, j'ai pas compris. pardon, Tu peux répéter, j'ai pas compris. je compte sur toi pour être le maître du temps. Ouais, d'accord. Attends. Euh, donc, oui, alors, dans le cadre du projet de vie avec Manon, mon voisin, et Benoît Hérault, on essaie de travailler à des indicateurs en matière d'accessibilité en lien avec la CIDPH. Euh, si vous voulez, ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur la question des données, des indicateurs, avec l'OCDE, dans le cadre de mes travaux, etc., avec la Commission. Et là, à l'heure actuelle, avec la Commission européenne, parce qu'elle travaille aussi sur des indicateurs en matière d'accessibilité. Et si vous voulez, le titre de cette table ronde pourrait être double. Parce qu'on compte ceux que l'on compte, compte ceux que l'on compte.
mais il me semble aussi peut-être que compte ce que l'on compte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, si vous voulez, il y a une question récurrente qui est celle de l'absence de données. L'absence de données euh, susceptibles de renseigner sur les politiques publiques à l'égard des personnes présentant une déficience. Cette absence des données, bah, elle est bien réelle, j'y reviendrai, mais en même temps, c'est une critique qui est assez surprenante parce que si je me réfère au nombre de kilomètres que je commence à voir au compteur, force est de constater que beaucoup de choses ont évolué depuis l'époque où j'ai commencé à travailler sur la question du handicap. J'ai retrouvé de vieux documents qui datent des années 80. Je veux dire, on avait quasi, enfin, je veux dire, ça variait entre 1 et 5 millions de personnes. Enfin, il y avait une absence de données considérable. Or, euh, les données qui actuellement disponibles sont bien meilleures. On a une meilleure connaissance des caractéristiques des personnes concernées par rapport au passé. On a une meilleure connaissance des mesures de politique publique à l'égard des personnes présentant une déficience également, pardon. Là, depuis un certain nombre d'années, on a des données qui renseignent sur les conditions de vie des personnes handicapées, et pourtant, on met toujours l'accent sur cette absence de données. Et ce qui me paraît important dans cette absence de données ou cette critique, c'est que elle renvoie peut-être au fait que l'enjeu même des données a peut-être évolué avec le temps. C'est-à-dire que si l'enjeu par le passé était de connaître ou avoir des données populationnelles sur le nombre de personnes concernées, leurs conditions de vie, etc., etc., il me semble que l'enjeu consiste aussi à disposer de données sur l'effectivité des droits, c'est-à-dire la manière dont les personnes présentant une déficience peuvent exercer les droits au même titre que les autres. Parce que, si vous voulez, j'ai fait un petit travail pour les démographes dans le cadre d'un colloque qu'ils avaient organisé il y a 2 ans, et je me suis intéressé, je me suis posé cette question, et je me suis rendu compte que les données dont on dispose sont des données populationnelles. Euh, on- la plupart, il y a aussi des données qui renseignent sur les discriminations qu'expérimentent les personnes, mais finalement, on a très peu de données sur l'effectivité des droits, c'est-à-dire sur les conditions plaçant les personnes en position d'exercer leurs droits à égalité avec les autres. Et c'est là qu'il me paraît intéressant peut-être de distinguer quelque chose qui est de l'ordre de l'accès aux droits avec ce qui est de l'ordre de l'exercice des droits. Et en lien avec cela, si vous voulez, j'émets assez volontiers l'hypothèse que il peut être intéressant euh, de disposer de données qui renseignent plus précisément sur les modalités d'application des droits. Parce que si l'on prend les droits humains, ce sont des droits créances médiateurs, comme les appelle Robert Laffort, pardon. Et c'est des droits qui trouvent leur effectivité dans une application circonstanciée du droit. Et lorsque on lit les différents textes du Comité des droits des personnes handicapées, on se dit,
que l'enjeu, c'est peut-être pas uniquement l'accès au droit, mais l'exercice des droits. Parce que quels sont les éléments que met en avant le comité? Ben, c'est la nécessité de mettre à distance toute vision individuelle du handicap. Parce qu'il admet que la vision individuelle du handicap, et je ne parle même pas de la vision médicale, euh, est contraire à l'application des droits humains parce qu'elle est susceptible de réduire les personnes à leurs particularités. Et il me paraît intéressant aussi de noter que euh, le comité des droits relie par exemple l'article 19 à donc le droit à l'autonomie et l'autonomie de vie, à un droit affirmatif à créer ou disposer d'environnements ouverts. Donc, c'est-à-dire qu'il me semble que la CIDPH, au regard des observations faites par le comité des droits, invite à un glissement de perspective. Un glissement de perspective, si vous voulez, qui invite peut-être à prendre les droits humains comme une utopie concrète au sens d'Ernst Bloch, c'est-à-dire que pour Ernst Bloch, une utopie concrète est une utopie qui trouve ses possibilités de concrétisation dans la texture même de l'organisation de la vie quotidienne, etc. Et c'est là que, effectivement, il y a l'application circonstanciée des droits qui se joue dans les droits humains me paraît intéressant parce qu'effectivement, euh, l'ambition de la Convention internationale, c'est d'aller au-delà du droit formel pour s'interroger sur la manière dont on place les personnes à égalité réelle. C'est-à-dire en quoi place-t-on les personnes présentant une déficience à égalité avec celles et ceux qui se trouvent dans des situations identiques. Et c'est là que euh, penser les droits de l'homme comme une utopie concrète, c'est-à-dire comme étant trouvant ses possibilités de concrétisation dans la mise en scène de la vie quotidienne, dans la manière dont les sociétés euh, euh, codifient socialement euh, ou soutiennent ou au contraire invalident les personnes dans leur citoyenneté, invite, si vous voulez, à s'interroger par-delà les données proprement populationnelles sur la manière dont l'accessibilité des environnements, des biens et des services soutiennent les personnes dans l'exercice de leurs droits. Parce que pour la CUDEP, je me suis rendu compte que les données dont on disposait à l'heure actuelle renseignaient sur ce qui est sur la distance des personnes au droit, mais ne renseignaient pas vraiment sur la manière dont on les étayait dans l'exercice des droits. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que dans le cadre de ce travail, voilà, il, la CIDPH nous invite à, en lien avec ces droits affirmatifs, à créer ou disposer d'environnements ouverts, à associer l'accessibilité à une propriété sociale par laquelle toute personne dispose d'un droit d'exercice de la citoyenneté, détient des formes de protection nécessaires à sa sécurité, notamment sa sécurité sociale, et est en position de faire société. Donc, si vous voulez, c'est sous cet angle-là qu'on essaie d'aborder l'article 19 notamment, c'est-à-dire en quoi euh, les politiques publiques, la manière dont elles se mettent en œuvre, euh, permettent-elles aux personnes d'expérimenter effectivement leurs droits, de se définir comme des sujets de droit soucieux de s'impliquer, et cela revient à relier les difficultés des personnes, non pas à
la sévérité de leur déficience ou à une particularité propre, mais à l'inaccessibilité des environnements, des biens et des publics. Et si on a fait ce choix-là, c'est parce que dans le temps de l'accessibilité, j'ai émis l'hypothèse que, à l'heure actuelle, la réorganisation de l'action publique autour des droits individuels euh, porte en elle trois enjeux, euh, trois risques sociaux, si l'on veut. Un risque de surresponsabilisation. C'est-à-dire que ce qui est intéressant lorsqu'on analyse la manière dont se concrétisent les droits, c'est que les personnes qui sont qui ont des difficultés ou qui ne sont pas en position de faire valoir leurs droits sont des personnes qui se trouvent mises en difficulté. Deuxième risque, si vous voulez, c'est le risque de désencachement que matérialise notamment le non-recours. Et le troisième risque, c'est le risque d'inégalité, parce que ce qui est intéressant, c'est que depuis que se développent les politiques inclusives, les égalités entre les personnes concernées et l'ensemble de la population n'a pas baissé. Et c'est là, si vous voulez, qu'en lien avec cela, on essaie de s'appuyer sur la notion d'égalité inclusive. C'est-à-dire l'égalité inclusive qui, pour l'ONU, euh, exige des, le cas échéant des mesures permettant aux personnes de jouir des droits humains sur la base de l'égalité aux autres, sans qu'il soit nécessaire de leur reconnaître plus ou moins de droits ou davantage que les autres. Ce qui revient à dire qu'effectivement, ce qui se joue, c'est bien placer les uns et les autres à égalité dans un contexte donné, sans pour autant qu'il y ait forcément des mesures nécessaires possibles. Et c'est là que la notion d'égalité inclusive, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. À peu près 1 minute, 2 minutes. Il va Voilà, falloir conclure. je Mais t'ai je vu sentais prendre que tu le... arrivais à la fin de ton propos. Donc, Ouais, mais je t'ai vu prendre le micro, je me suis dit que le temps était compté. exactement. Et si vous voulez, et cette notion d'égalité inclusive me paraît intéressante parce qu'elle comporte quatre dimensions sur lesquelles on peut s'appuyer pour penser l'effectivité de droit. Hein, l'égalité inclusive pour le comité des droits comporte pardon, une composante participative. Et parce que à travers la participation, pour l'ONU, s'affirme le caractère social des individus et la pleine reconnaissance de leur humanité. Et ça revient à coupler les indicateurs au prendre part permis aux personnes. L'autre dimension, c'est que ce que pointe l'ONU, c'est que l'égalité inclusive comporte une composante intégrative. C'est-à-dire une composante intégrative qui revient à dire que euh, accéder aux droits ne suffit pas s'ils ne permettent pas d'être vus autrement qu'en difficulté, handicapé, etc. Et c'est là que on va essayer d'aborder les indicateurs au regard du faire partie permis aux personnes. En quoi les personnes, les mesures, etc., placent-elles les personnes en position d'exercer légitimement leur rôle et d'être vues légitimes dans leur rôle? Parce que sans cela, on aura du mal à changer les regards et les représentations sur les personnes. Bien évidemment, et ça c'est un élément sur lequel insiste beaucoup l'ONU, l'égalité inclusive a un pouvoir émancipateur des droits, c'est-à-dire en quoi les personnes sont-elles placées en position de faire valoir les droits et de se les approprier. Et c'est là que on pourrait relier cela au prendre place. Et enfin, la dernière dimension ou composante, c'est la composante existentielle. C'est-à-dire en quoi les personnes peuvent-elles se penser, pour reprendre Nancy Fraser, à parité de participation, c'est-à-dire aussi respectable et aussi estimable que tout le monde. Et c'est là, si vous voulez, que euh, les indicateurs relient l'effet protecteur des droits à l'exercice des droits par-delà la question de l'accès aux droits.
Et donc l'exercice des droits, c'est-à-dire en quoi effectivement les personnes peuvent-elles mobiliser les droits pour se penser citoyennes à égalité avec les autres. Voilà, je vais arrêter là-dessus en espérant avoir été suffisamment clair. Merci beaucoup, Serge. Je ne sais pas si Jacques valide le caractère clair. Jacques? Non, tu peux pas dire non. Merci beaucoup, Serge. On va passer la parole à Hélène Clos pour prendre la suite de cette table ronde. Eh ben, bonjour, bonsoir. Un quart d'heure. Faudra me donner un petit. Ok. Donc moi, je travaille à la métropole de Grenoble, qui est l'institution qui rassemble Grenoble et 48 communes autour. Ça monte jusque dans les montagnes de Chartreuse et ça descend jusque vers Vif, Visil. Et ça fait un certain nombre d'années maintenant que je travaille sur cette question des indicateurs et avec cette question qui est importante, qui est comment est-ce qu'on compte, comment est-ce qu'on comptabilise ce qui compte, c'est-à-dire ce qui a de la valeur. Pour être honnête, je travaille dessus depuis 2000. C'est un de mes sujets fil rouge de toute mon activité. Et c'est pour vous dire que c'est un sujet qui mérite d'être creusé dans la durée. Heu, voilà, c'est un sujet qui compte et après moi, mon sujet parce que je suis, donc à cette position maintenant de responsabilité à la métropole, c'est de se dire: «Bah, c'est une bonne chose de le compter», mais la question d'après, c'est comment est-ce qu'on le prend en compte? Donc comment est-ce que notamment ces chiffres-là et en faisant attention à des données chiffrées, eh ben, ils sont dans le tableau de bord, notamment de celles et ceux qui décident. Une réflexion qui est conduite depuis longtemps, donc voilà, on est loin d'être les seuls à la métropole de Grenoble à se poser ces questions. Un peu partout dans le monde, il y a des réflexions sur comment est-ce qu'on comptabilise, comment est-ce qu'on compte ce qui compte et en France, c'est effectivement depuis les années 2000 qu'il y a eu un travail un peu plus important sur ces questions et avec, cette, réflexion autour de qu'est-ce qui compte, c'est aussi qu'est-ce qui fait richesse? De quoi on est riche? Et avec cette réflexion, cette critique du produit intérieur brut que vous avez peut-être déjà entendu, qui est le fait de dire que on ne comptabilise que ce qui passe par des échanges financiers et par exemple, c'est ce qui fait qu'un pétrolier qui s'échoue, quelque part dans l'Atlantique, ça crée de la richesse au sens PIB parce qu'il y a des flux de réparation, d'assurance et cetera. Alors qu'on se dit bien tous les uns et les autres que ça a pas l'air d'être une super grande richesse, un pétrolier qui s'effondre. Et il faut bien se dire que cette réflexion des années 2000, depuis, elle a quand même beaucoup évolué et que maintenant, on a beaucoup cette réflexion aussi sur comment est-ce qu'on réfléchit à la question de la valeur des indicateurs de la richesse sociale et sociétale et de la richesse environnementale. Et donc, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Donc, ce petit dessin, j'aime bien l'utiliser parce que je pense que ça fait bien écho à ce sur quoi vous avez échangé depuis un moment. C'est de l'importance aussi du chiffre et des données et en même temps des biais qui nous génèrent. C'est-à-dire que on est tous un peu dépendants, vous l'avez bien dit à la table ronde précédente, des données qui existent. Et c'est un peu le paradoxe du lampadaire qu'on voit ici à l'écran. C'est-à-dire que le lampadaire, c'est la lumière qui éclaire, c'est les chiffres qui éclairent une partie de la donnée. Et dans le noir, là, tout autour, alors là, sur ce dessin, il y a plein de gens qui n'ont pas l'air très en forme ou de bêtes immondes, mais il n'y a pas forcément que ça peut être aussi des choses qui se passent bien, mais qu'on n'est pas capable aujourd'hui de prendre en compte, en tout cas de regarder, parce qu'on n'a pas de la donnée. On pourrait se dire que on peut utiliser des données qui sont plus qualitatives ou des dires d'experts ou des dires de personnes concernées, etc. Et ça, on le fait souvent avec de l'observation qu'on appelle plus qualitative. Mais pour moi, qui suis amenée à travailler beaucoup avec des élus et des décideurs, eh ben, il se trouve que c'est des gens qui ont aussi à la fois une affection pour le chiffre, c'est-à-dire que ça leur parle, et aussi un temps court de décision. Et le chiffre, il a ce mérite d'être très synthétique et avec quelque chose de percutant qui aide à réfléchir. Mais on est toujours très, très attentif au fait de se dire, le chiffre, c'est voilà, un indicateur, c'est comme un doigt qui montre une direction. Le doigt, il veut rien dire en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il montre et la personne qui commente ce qu'elle est en train de montrer. Donc, c'est bien aussi toute l'analyse qui est autour. Donc, on n'est pas fétichiste de l'indicateur, mais par contre, on sait que c'est important pour accrocher l'intérêt. Donc voilà, ce qui nous a amené localement à réfléchir à comment est-ce qu'on se dote d'autres indicateurs, c'est à la fois cette critique du PIB comme indicateur de richesse, en disant il y a d'autres manières de compter la richesse, l'idée qu'il y avait des endroits qui étaient des angles morts de l'observation, et moi j'ai commencé à travailler notamment dans tout ce qui était quartiers prioritaires, qu'on appelle les quartiers sensibles ou les quartiers très populaires, et sur l'observation sociale en se disant qu'il y avait des bouts absents de l'observation, notamment tout ce qui était
dans l'observation sociale, on a souvent des indicateurs plutôt défavorables, c'est-à-dire qu'on va regarder des indicateurs de précarité, de richesse, justement, pas de richesse, de précarité, de délinquance, d'isolement, etc. Mais on n'est pas capable, on a beaucoup de difficultés à avoir des indicateurs d'engagement, de participation, de solidarité, etc. Et l'idée, c'était, sans faire d'angélisme, d'arriver à avoir aussi ce regard-là un peu complémentaire et de l'intégrer dans notre manière de compter. Dans les éléments qui nous ont aussi un peu inspirés, qui nous aident à réfléchir, on s'est dit que c'était intéressant d'aller voir ailleurs. Je vous ai mis là deux références qui sont assez connues en matière d'autres manières de compter. Il y a ce qui se passe en Amérique du Sud où ils parlent du buen vivir. Je n'ai pas fait espagnol, donc je ne le prononce pas bien, mais du bien vivre. Et pour eux, il y a vraiment cette idée d'avoir qu'il y a quelque chose de circulaire entre le bien-être ou le bien-vivre individuel, le bien-être social, comment je suis en lien avec d'autres, et le rapport à la terre-mère, la Pachamama. Et avec cette idée, eux, ils vont aller sur cette notion d'équilibre. Et dans nos sociétés à nous, occidentales, où ce qui est le mieux, c'est la croissance, vous savez, les courbes qu'on regarde, c'est toujours quand ça monte, c'est bien. Et en fait, on se rend bien compte aujourd'hui, notamment sur les questions environnementales, mais pas que, c'est que la croissance, c'est pas que bien, parce que c'est peut-être aussi prendre toujours plus. Et dans cette notion d'équilibre, y compris dans comment est-ce qu'on le représente graphiquement, il y a quelque chose d'intéressant. Et notre deuxième inspiration, c'est un petit pays qui est coincé entre la Chine et l'Inde qui s'appelle le Bhoutan. Peut-être vous le connaissez parce on a parlé de lui pour un indicateur clé qui s'appelait le bonheur intérieur brut, qui était la critique aussi du produit intérieur brut, et qui était cette idée de se dire, il y a d'autres valeurs, d'autres richesses, et comment est-ce qu'on les compte. Ils sont allés assez loin dans l'inscription de ce bonheur intérieur brut dans leurs outils de pilotage. Par exemple, dans les écoles, on utilise le bonheur intérieur brut comme outil pour réfléchir au développement. Et un des trucs très intéressants dans le bonheur intérieur brut et qu'on essaye d'intégrer chez nous, c'est cette idée, toujours pareil, c'est pas forcément la croissance qui compte, mais c'est la question en anglais, how much is enough? Qu'est-ce qui est assez? Et de se dire, est-ce qu'il y a ces histoires de seuil de soutenabilité, un niveau, notamment de richesse, à partir duquel ça va. En fait, on est assez bien. Je n'ai pas à avoir plus qui me va, mais c'est autre chose. Et en fait, cette réflexion sur les seuils de soutenabilité, c'est très intéressant de la travailler sur quasiment tous les domaines et de discuter de ça, de se mettre d'accord, de faire convention sur qu'est-ce qui est important. Donc ça, c'est un peu le cadre théorique dans lequel on travaille. Donc, à l'échelle locale, on a créé, avec l'aide de chercheurs, et notamment d'une chercheuse qui est à Grenoble École de Management, qui s'appelle Fiona Ottaviani, qui était avant à Pacte aussi à l'UGA, qui est à la fois économiste et philosophe, des indices, un indicateur composite qui s'appelle IBEST, pour indicateur de bien-être soutenable et territorialisé. Alors, je vous raconte un peu de quoi il s'agit. L'idée, c'est que, donc on était sur cette représentation de se dire qu'est-ce que c'est un bien-être territorial à l'échelle du territoire, et ça fait écho à ce qui vient d'être dit, le fait de se dire on peut pas être, le bien-être, c'est pas que une approche individuelle, chacun qui dit pour moi être bien c'est ça, mais c'est aussi quelque chose qui se joue dans le rapport aux autres. Et c'est pour ça que les chercheurs avec qui on a bossé, ils ont imaginé, ils ont conçu le bien-être avec ces deux dimensions-là principales. Une dimension, la dimension horizontale, là, le 1, le rapport entre moyens et aspirations, ça nous parle bien à titre individuel, c'est dire les aspirations, c'est mon rêve. Ce qui fait mon bien-être, c'est un peu ce que je voudrais être, mes aspirations professionnelles, personnelles, familiales, affectives, etc. Et qui est en tension, en équilibre avec les moyens. Quelle capacité j'ai à les réaliser. Je ne vais pas avoir les mêmes aspirations professionnelles, peut-être selon ce que j'ai comme formation, ce que j'ai comme lien avec des gens qui vont pouvoir m'aider, ce que j'ai comme représentation, etc. Donc ça, c'est l'échelle individuelle. Et l'idée, c'est que cette échelle-là, elle s'inscrit dans l'axe vertical, là, le 2, qui dit, selon l'endroit où je vis, que ce soit à l'échelle hyper locale de la ville, du pays, ou plus globalement même de la planète, je n'ai pas les mêmes capacités d'action. Je ne vais pas avoir les mêmes capacités d'action si je vis dans un pays où l'école, elle est gratuite, laïque et obligatoire, que si je suis dans un pays où ce n'est pas le cas. Et les contraintes dans lesquelles je vis, est-ce que je suis confrontée à une guerre, des inondations, etc. Je vis dans un environnement et ça joue aussi. Et donc l'idée, c'est que le bien-être,
on le conçoit comme un équilibre entre cette dimension individuelle et, globale, donc comme un rapport. Et on ne parle pas du bien-être de façon absolue, je ne vais pas le définir une fois pour toutes pour tout le monde, mais c'est la capacité à être bien. C'est pour ça qu'on parle d'un bien-être capacitaire. Et la référence, c'est Amartya Sen, qui a beaucoup bossé sur cette question des capabilities. Alors, hop, je vais vite là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'on l'a construit, toute cette démarche, de façon assez participative aussi, parce que là aussi, ça fait écho aux échanges que vous avez eus juste avant. Les données, elles n'existaient pas. Il y avait quelques données qui existaient, mais notamment, il y a beaucoup de choses sur le fait d'être en relation avec les autres, sur qui je peux compter en cas de coup dur, est-ce que je suis insérée, je suis engagée dans une association, etc. Ça, c'est des données qui n'existaient pas. On a commencé par faire pas mal, dans mes années là, de 2000 à 2010, on a commencé par aller chercher des données d'enquête, etc. Mais ça ne marchait pas trop, donc on s'est appuyé sur une enquête. Donc nous, le IBEST, il s'appuie sur une enquête qui a eu lieu déjà 3 fois, 2012, 2018, 2021, et on est en train de penser à la reconduire là. 1001 personnes qui ont été enquêtées. Bon, parce que, je sais pas, ça allait jusqu'à une, quoi. Ouais, pile. Notamment en 2012, c'était 1001 personnes. Après, je suis pas sûre que ce soit toujours ça. Mais en tout cas, quand on avait fait l'enquête, c'était comme ça. C'est pas 1001 nuits, c'est 1001 personnes. Mais la référence, elle peut fonctionner. Et donc, c'est des gens qu'on est allé enquêter ici par téléphone. Il y en a qui ont été... Et après, les enquêtes suivantes, et notamment celle de 2021, c'était en ligne. Et on est allé les interroger sur, c'est un questionnaire qui est assez long, qui fait une 50aine de questions et qui interroge sur plein de dimensions de la vie quotidienne. Je vous montre après. Et l'idée, c'est que on fait remonter cette donnée. Il y a eu un bout d'analyse expert, mais après, on l'a mis en discussion avec un atelier citoyen, un forum. Il y avait toujours cette idée, comment est-ce qu'on met en discussion entre des citoyens, ceux qu'on appelle des techniciens, c'est les gens comme moi, c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques, et des élus ou des décideurs. Et on a travaillé aussi sur ces seuils de soutenabilité, j'y reviens après. Voilà le résultat de tout ce travail. Ça, c'est IBEST, l'indicateur de bien-être soutenable et territorialisé, et qui, vous voyez, se décompose en 8 grandes dimensions. Alors peut-être qu'il y en a qui vont vous sembler hyper classiques de la question du bien-être. Il y a notamment cette question des biens de subsistance. C'est un peu le truc de base de dire, est-ce que j'ai bien un toit au-dessus de ma tête? Est-ce que j'ai de quoi me nourrir? Est-ce qu'en fin de mois, c'est pas trop tendu pour moi? Donc ça, c'est vraiment la dimension un peu classique, on peut dire, de l'accès à des bons niveaux de vie. Sur travail et emploi, qui peut sembler être quelque chose d'un peu plus classique aussi, ce qui est intéressant, c'est que IBEST, il ne dit pas est-ce que j'ai un emploi ou pas, ce n'est pas juste que je suis au chômage ou pas, c'est est-ce que je me réalise dans ce travail, est-ce que j'estime que je suis bien payée, et est-ce que par exemple, j'ai choisi, si c'est un temps partiel, est-ce qu'il est subi ou choisi, ouais, on va aller creuser un peu des choses comme ça. Je ne vais pas toutes les décrire, mais dans les choses que je trouve intéressantes, il y a ce volet-là, affirmation de soi et engagement et démocratie et vivre ensemble, où on va aller chercher un peu la question de est-ce que j'ai confiance dans les autres et est-ce que j'ai confiance dans l'institution. Dans démocratie et vivre ensemble, il y a ça, c'est est-ce que j'ai confiance dans les médias, est-ce que j'ai confiance dans l'État, est-ce que j'ai confiance dans la commune, etc. Et en face, on a accès et recours aux services publics. C'est est-ce que en cas de coup dur, je peux compter sur la solidarité de la société. Et puis, il y a ce volet environnement naturel. Là, vous verrez, on le creuse un peu après, mais il y a aussi cette perception que pour être bien, c'est bien d'avoir des occasions de contact avec la nature, d'une part. Et d'autre part, c'est est-ce que moi, je fais du bien à la nature? C'est est-ce que j'ai des éco-gestes? Alors, on était encore un peu resserré à ce moment-là. On se le garde pour la suite? Ouais, peut-être si ça te va, Étienne, on fait les questions après. Et vous voyez que c'est un puzzle, c'est un truc qui était important aussi dans les représentations. Il y a cette idée que tout ça est interrelié. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis hyper bien à un endroit que ça va pas se compenser ailleurs, etc. Et donc, c'est très connecté. Il faut que je le fasse dans le bon sens. Alors là, ça, c'est le mandala. C'est juste pour vous impressionner un peu. En fait, vous allez retrouver au milieu mon indicateur de bien-être soutenable. Et en fait, c'est pour vous dire un peu comment on l'utilise après, à partir de l'enquête, mais je vais vous le décortiquer après. Par exemple, si je regarde démocratie et vivre ensemble, la question qu'on se pose, c'est est-ce que
derrière démocratie et vivre ensemble, j'ai 3 ou 4 indicateurs un peu plus précis. Et notamment, il y a cette question de est-ce que j'ai une défiance envers les institutions ou pas? Et ce qu'on regarde, alors c'est vraiment un on de majesté, parce que c'est vraiment Fiona qui regarde ça, la chercheuse. Elle va chercher qui est-ce qui se réalise bien, c'est-à-dire qu'est-ce qui est épanoui bien dans cette dimension-là. Et ceux qui auront tous les indicateurs au vert, elle met un plus, et ceux qui ont un peu du moins bien, elle met un plus moins, et puis il y en a qui ont des moins moins. Et après, donc on commence par regarder ça, et après elle ouvre la boîte, elle dit qui c'est qui se réalise le plus, et elle regarde les profils, et on voit que ceux qui sont le mieux sur démocratie vivre ensemble, c'est ceux qui sont plutôt à un haut niveau de revenus, ceux qui ont un sentiment de contrôle sur leur vie, etc. D'accord? Donc sur chacun des domaines, on va aller se dire qu'est-ce que ça veut dire d'être épanoui ou réalisé dans ce domaine. En matière de santé, voilà, on va regarder ici, est-ce que je suis en bonne santé physique? Et le seuil de soutenabilité, c'est si je ne suis pas en bonne santé physique, est-ce que je suis soignée? Est-ce que je suis accompagnée? On va regarder là. Et on regarde la santé psychique aussi. Est-ce que je suis en stress ou pas? Et on est capable ensuite de regarder à grande maille. Et vous voyez, sur santé, j'ai une majorité qui va plutôt bien, encore une grande partie qui va plutôt bien, mais qui est vraiment sous stress. Et puis là, des gens qui sont beaucoup moins bien, qui ne sont pas suivis et qui ont un stress plus. Donc là, c'est intéressant de se dire, moi, en tant que politique publique, après, ça me permet de mieux connaître un peu quels sont les besoins. Et donc, je continue mon histoire de comment est-ce qu'on l'utilise. Je suis encore dans le temps. Ça, c'est, par exemple, vous voyez, tchac, là, si je reviens en arrière, je suis sur le truc jaune en haut, l'accès aux biens de subsistance. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir ce type d'enquête? Ça me permet d'être plus fin et un peu plus subtil sur la compréhension de phénomènes qui, sinon, avec la statistique classique, sont un peu macro. Donc là, on regarde par exemple cette question de la précarité. En haut à droite, vous avez la donnée traditionnelle de l'INSEE qui regarde sur la question de la précarité, c'est la question du revenu qui est mise en avant, et notamment ce seuil des 1 500 €. On sait que dans la métropole de Grenoble, il y a 14% des habitants, c'est déjà pas rien, qui ont moins de 1 500 € par mois. Donc on pourrait dire, OK, ça c'est ma cible prioritaire d'action sociale. Avec eBest, je vais regarder des choses qui sont plus fines, et parce que en fait, la précarité, on sait que c'est pas qu'une question de revenus. Et par exemple, je vais aller regarder ceux qui sont trop nombreux dans leur logement, qui sont en situation de suroccupation. Je vais regarder ceux qui vivent seuls, parce que ça veut dire aussi que peut-être ils ont moins de capacité de compter sur quelqu'un en cas de problème. Je vais regarder évidemment le seuil de pauvreté. Je vais regarder ceux qui se restreignent sur des points particuliers, et en particulier, là, on a regardé ceux qui se restreignent sur les soins, parce qu'on se dit c'est quand même quelque chose de vital, et on va le regarder donc sur les soins et sur l'alimentation. Et donc, quand on combine un peu tous ces indices de fragilité par rapport à la question sociale, c'est plus 14%, mais c'est 36% des habitants qui sont qui se sentent qui sont en précarité. Et à l'inverse, à 64%, on se dit eux, globalement, ils sont plutôt sécurisés. D'accord? Après, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a quand même un peu des trucs, mais globalement, ils ne sont pas dans un logement suroccupé, ils ne sont pas en dessous du seuil de pauvreté et ils ne se restreignent pas trop. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est une autre manière de regarder des sujets qu'on peut considérer comme un peu classiques. Et je vous donne un autre exemple avec celui que j'ai commencé à décrire tout à l'heure, autour de la question de la démocratie, qui est un sujet qui est en général assez aveugle de l'observation. Et là, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que, dans le bien-être, le fait de se dire, j'ai un engagement, je me sens partie prenante dans la vie de la cité, c'est important. Et là, qu'est-ce que ça nous fait ressortir? Ça fait sortir en haut, là, le 12%, c'est ceux qui sont les plus isolés. Alors eux, ils ont une faible entraide entre eux, ils n'ont pas recours à de l'aide, ils disent qu'ils peuvent compter sur pas grand monde, et ils sont plutôt défiants vis-à-vis des institutions. Donc là, on se dit, waouh, il y a besoin vraiment d'intervenir. Et là, on a 42%, ceux qu'on a appelés les affiliés. Ça, ceux-là, ils ont tous les secours possibles. Et ce qui nous a vachement intéressé à ce moment-là, c'est les 49% qui sont ici, on se dit c'est quand même assez important. En fait, eux, c'est des gens qui sont dans des réseaux d'entraide interpersonnels plutôt importants, 67%. Et par contre, 100% sont plutôt défiants vis-à-vis des institutions. Et cette enquête-là, en plus, elle est sortie juste avant le grand mouvement des Gilets jaunes.
Et les gilets jaunes, on l'avait pas du tout vu venir, ou pas beaucoup, en tout cas, voilà, nous autres, les institutions, peut-être pas assez. Et typiquement, on sent bien que ça, c'est un profil un peu gilet jaune, c'est-à-dire des gens qui peuvent compter les uns sur les autres, mais qui se disent l'institution, l'État, ça ne m'aide pas. En tout cas, je me sens pas soutenue et pas en confiance. Et là, ben, il y a quelque chose qui se joue. Donc voilà, ça illustre bien que si on change nos lunettes pour regarder une réalité, eh ben, peut-être on fait apparaître des sujets sur lesquels on n'était pas venu. Je m'arrête là. J'ai d'autres trucs à vous raconter, mais c'est le temps. Super, merci beaucoup Hélène, c'était super intéressant. Et en changeant de lunettes, on va encore changer de lunettes à nouveau pour aller voir une autre manière de compter avec la présentation de Gabriel Uribe-Larrea, à qui je passe la parole. Et ouais, donc c'est normalement, voilà, ça doit être juste après. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, en fait, je pense que ça va pas mal s'enchaîner parce que du coup, il y a pas mal de choses qui viennent d'être évoquées par Hélène qui peut-être que je vais mentionner ou aborder un peu sous un autre angle. Donc, en fait, moi, je vais m'intéresser. Alors, je vais vous parler depuis une enquête en cours, une enquête qui a commencé il y a quelques mois. Donc, c'est un peu un partage à la fois de premiers résultats et surtout un partage d'une démarche qui est en train de se construire. L'idée, du coup, c'est pour répondre un peu à la question qui a été posée, comptons-nous bien ce qui compte. L'idée de ma proposition ici, c'est de penser comment les personnes comptent elles-mêmes. Donc tout ça, en fait, ça va s'inscrire dans le cadre d'une chaire de recherche qu'on coporte avec Julien, qui s'appelle la chaire publique des politiques sociales, où on s'intéresse beaucoup à la question du non-recours, mais pas tant en fait de savoir les raisons du non-recours à l'offre sociale, etc., même si c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe à côté d'une offre sociale institutionnelle? Finalement, si les personnes ne recourent pas à des droits et à des services, où est-ce qu'elles peuvent trouver des solutions, des réponses lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, à des problèmes? Et donc, au fil de recherches qu'on a menées, principalement sur la question de l'hébergement social et de l'accès au logement, du mal logement, ou situation d'habitat précaire, pour reprendre le terme que nous, on préfère utiliser, on en est venu à développer l'idée de ce qu'on peut appeler des solidarités du proche. C'est-à-dire, alors ça renvoie peut-être en partie à ce que Hélène mentionnait, le fait de pouvoir compter sur d'autres personnes pour répondre à des situations problématiques. Et ces solidarités du proche, elles renvoient à la fois au proche dans la dimension relationnelle, donc on va pouvoir s'appuyer sur des membres de sa famille, sur des amis pour faire face à des difficultés, mais aussi d'entendre le proche dans une dimension spatiale, géographique. C'est pas forcément des personnes avec qui on a des liens de très grande proximité, sur qui on va pouvoir compter, mais c'est des personnes en fait avec qui on partage un même environnement, avec qui on cohabite, que ce soit à l'échelle d'un quartier, d'un immeuble, voilà, donc des relations de voisinage, par exemple, qui vont pouvoir compter. Et donc, au fil de nos enquêtes, on a un petit peu développé cette réflexion sur les solidarités du proche, et on a décidé en fait de faire un focus, d'essayer d'approfondir cette question-là à partir d'un cas particulier qui est celui des mères de familles monoparentales, donc et particulièrement des jeunes mères de familles monoparentales, donc âgées d'une trentaine d'années ou moins, pour voir en fait comment elles font face aux difficultés qu'elles rencontrent au quotidien sur un ensemble de points, voilà, très qui peuvent relever du banal, mais qui font partie de la vie ordinaire, la garde des enfants, faire ses courses, cuisiner, travailler, les questions de santé, enfin voilà. Donc tout un ensemble d'éléments. Donc cette enquête, elle a commencé il y a seulement quelques mois. C'est par ici, en fait. Il y a seulement quelques mois. Et donc, du coup, un des constats qui ressort, alors qui n'est pas très original au regard de toute une littérature qui existe sur les familles monoparentales et sur les milieux populaires, c'est l'importance, en fait, de compter. C'est que ces familles-là, au regard de la faiblesse de leurs ressources économiques, sont obligées de compter. Et donc, compter, c'est une activité ordinaire, une activité régulière. Donc là, je vous ai mis deux extraits, mais je ne vais pas m'y attarder plus que ça, mais c'est à la fois pour vous montrer que c'est un constat. Le premier extrait, il est tiré du rapport sur la pauvreté du secours catholique de 2023 qui s'est intéressé aux femmes.
Et du coup, avec une grande partie de ces femmes qui ont été interrogées, qui sont des femmes en situation de famille monoparentale. Et donc là, c'est un témoignage d'une de ces femmes sur l'importance de compter. Il faut compter en permanence. Nous regardons notre compte en banque tout le temps. Donc voilà, elle insiste là-dessus. Et puis c'est aussi un constat, et ça c'est le deuxième extrait, de travaux de recherche en sciences sociales, de recherche sociologique, qui ont montré aussi l'importance de faire des comptes, de tenir les comptes, que ce soit mentalement ou sur cahier. Cependant, en fait, ces travaux, alors là, moi, c'est une littérature que je découvre aussi, donc je ne suis pas extrêmement familier, mais pour le moment, dans ce que je rencontre comme littérature, s'il y a un constat sur le fait qu'il est important de compter et que compter est une activité ordinaire, on ne sait pas vraiment dans ces travaux-là comment cette activité ordinaire, elle est menée. Concrètement, en fait, ça signifie quoi compter? Combien de temps ça prend de compter? Comment on réalise ces comptages? Avec qui? Est-ce que c'est une affaire individuelle? Est-ce que c'est partagé? Donc, c'est des éléments voilà, qui, moi, m'intéressent dans l'enquête que je suis en train de réaliser. Et donc, du coup, là, je vous ai simplement, en fait, je vous donne à voir en fait deux tableaux qui m'ont été partagés parmi une série de tableaux de comptes qui sont tenus par une jeune mère de famille. En fait, je les trouve intéressants parce qu'ils permettent, en fait, ils vont permettre deux choses. Le tableau de gauche, c'est un tableau Excel, donc c'est un fichier informatique. En fait, il est intéressant ce tableau-là parce qu'il donne à voir des comptes qui sont réalisés à la fin du mois. C'est une sorte un peu de bilan qui est réalisé par cette jeune femme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est dans la manière de réaliser l'enquête, le fait de venir se pencher sur cette activité de comptage de manière très précise, elle fait émerger des choses qui n'avaient pas émergé dans le cadre de l'enquête par entretien ou par observation. Par exemple, ici, la question du téléphone de cette jeune femme, en fait, paye les abonnements téléphoniques de ses deux frères. Et en fait, ça n'apparaissait à aucun moment dans les entretiens. Et finalement, c'est extrêmement intéressant parce que ça a donné à voir finalement un ensemble de relations. Le fait que la mère de cette jeune femme a eu des problèmes, a eu des dettes avec un opérateur téléphonique et du coup s'est fait couper sa ligne, n'a plus pu payer en fait les abonnements de ses deux autres enfants. Donc c'est sa fille qui a repris cette charge-là. Mais du coup, il y a une organisation qui s'est opérée où, en fait, la mère va donner à sa fille de l'argent en échange du paiement de ses abonnements. Le tableau de droite, il est intéressant parce qu'il donne à voir sur une même feuille de papier. Donc là, c'est des comptes qui sont tenus à la main à partir d'un document qui a été imprimé. Donc ici, toujours la même personne, en fait, chaque bloc, chaque ensemble de cases correspond à un employeur, puisque c'est une jeune femme qui fait des ménages. Et donc chaque bloc correspond à son employeur. Et sur ces tableaux-là, en fait, il y a trois temporalités qui cohabitent. Ce qui est écrit au stylo bic noir, en fait, c'est un prévisionnel. C'est ce qui est fait au début du mois. Donc, ça correspond à des dates, à des temps de travail et à des salaires qui correspondent à ces temps de travail. Donc, qui ne sont pas les mêmes, et ça, c'est aussi intéressant, qui ne sont pas les mêmes selon les employeurs. Ce qui est en vert, c'est ce qui va être effectivement réalisé. Et ce qui est en rose, c'est ce qui n'a pas été réalisé, c'est ce qui a été annulé. Et ce qui est important, en fait, c'est que ce prévisionnel, comme le dit cette jeune femme, il est surestimé parce qu'elle sait qu'elle va devoir annuler des heures parce qu'elle a une petite fille qui est malade et qui a beaucoup de soins à faire, beaucoup d'accompagnement, etc. Et donc, en fait, elle prévoit très haut des temps de travail pour pouvoir, en fait, avoir un budget. Donc là, elle estime, on est autour de un peu plus de 1 460 € le total prévisionnel. Mais en fait, c'est un prévisionnel pour se dire je vais arriver à passer un peu au-dessus des 1 000 € par mois quand je vais devoir annuler des rendez-vous, etc. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant en fait de se pencher sur l'activité concrète, comment est réalisé des comptages par des familles. Et puis, on dispose en sociologie d'une méthode qui est l'ethnocomptabilité, qui va d'une certaine manière
partir de ce que réalisent les personnes, des comptages que réalisent les personnes, mais on va essayer en fait de pousser un peu le curseur pour avoir des éléments un peu plus exhaustifs sur ce qui est compté par les personnes. Donc l'ethnocomptabilité, c'est une démarche sociologique qui a notamment été développée par un sociologue qui s'appelle Alain Cotreau, qu'un certain Benoît Hérault connaît bien, je crois, et qui se définit par des interrogations simples. Donc c'est compter comment les gens comptent, qu'est-ce qui compte dans la vie, à quoi tiennent les gens et à quoi voit-on qu'ils y tiennent. Alors l'ethnocomptabilité, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'elle prolonge les pratiques ordinaires de comptage, mais qu'elle va s'en distinguer, selon moi, sur 2 points principaux par rapport à ce que j'ai précédemment mentionné. Premier point, c'est qu'elle ne va pas se limiter à des comptages financiers. On ne va pas s'arrêter simplement à ce qui est compté en termes de dépenses ou de recettes financières, mais on va aussi porter attention, par exemple, à des durées d'activité, des durées de déplacement, mais qui vont avoir une importance en fait dans l'organisation de la vie ordinaire de ces familles. Et le deuxième élément qui va être important, c'est la question de l'exhaustivité. C'est-à-dire que sur des périodes données, on va essayer d'être absolument exhaustif pour mesurer tout ce qui est compté par les personnes. Donc là, l'idée, on est en train de mettre en place, nous, cette démarche ethnocomptable. L'idée, l'hypothèse qu'on fait, c'est on va sûrement partir sur plusieurs semaines de comptage avec la jeune femme, cette jeune mère de famille. Et l'idée, ça va être sur une semaine, par exemple, de compter toutes les recettes financières qu'elle va recevoir, tous les dons matériels qu'elle va pouvoir recevoir, des échanges. Non, alors elle n'est pas sous curatelle, mais effectivement, ça pourrait être extrêmement intéressant. Avec Julien, c'était initialement un projet qu'on avait de penser une ethnocomptabilité avec une personne sous curatelle pour voir les contraintes. Bah, mais on pourra y revenir, mais je pense que c'est vraiment important. Et en tout cas, ça rejoint le dernier point que je voulais évoquer, les 2 derniers points que je voulais évoquer. Ça rejoint la question, en fait, qu'est-ce qui est important? À quoi ça sert de faire cette ethnocomptabilité? C'est de repérer des arbitrages extrêmement fins que les personnes doivent faire dans leur quotidien. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure aussi par Hélène sur le fait que des personnes en situation de précarité vont se restreindre. En fait, plutôt que de parler de se restreindre, ou en tout cas d'avoir uniquement ce terme-là qui va porter un regard unique, peut-être un peu trop négatif sur certaines situations, c'est de se dire comment on fait des arbitrages. Sur quoi on va opérer, qu'est-ce qu'on va prioriser au regard des ressources qu'on a. Alors effectivement, on va peut-être se restreindre, mais en contrepartie de quoi? Et donc c'est ce en contrepartie de quoi aussi qui nous intéresse. Et ces arbitrages-là, l'idée, c'est à la fois de penser leur dimension pratique, comment ils sont réalisés, par qui, en échange avec qui, donc c'est jamais quelque chose de strictement individuel, mais c'est aussi de penser la dimension morale qui va traverser ces arbitrages. Donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste dans le fait de prioriser tel achat plutôt que tel autre achat. Donc c'est cette dimension morale aussi qui va énormément nous intéresser dans la démarche ethnocomptable. Et le dernier point sur lequel je conclus, et c'est parce qu'il a été aussi évoqué cet après-midi, c'est que l'ethnocomptabilité, du coup, s'envisage aussi comme une co-enquête. Donc Alain Cotreau, là, parle de co-enquêtrice, de co-enquêteur. Et du coup, ce qui peut poser des questions qui ont été évoquées tout à l'heure sur la rétribution, par exemple. Comment on rémunère une personne? Est-ce qu'on rémunère, est-ce qu'on rétribue ou pas une personne dans le cadre d'une démarche d'ethnocomptabilité? Et si oui, de quelle manière? Nous, dans le cadre de nos recherches participatives qu'on mène avec Julien, on a plutôt ce parti pris de se dire qu'on rétribue les personnes. Et donc là, l'idée, c'est justement de mettre au travail cette rétribution dans le cadre même de l'ethnocomptabilité. Donc c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qui compte pour la personne d'un point de vue d'un montant financier? Nous, on a une base minimale, on se dit, on est parti, on a essayé de faire des estimations, de se dire 50 € par jour, c'est peut-être correct, mais peut-être que ça ne l'est pas du tout, mais en tout cas, c'est notre échelle basse, on va dire.
Et si la personne nous dit, bah, en fait, moi, c'est inacceptable 50 euros, moi, il me faut 100 euros par jour, bah, du coup, ça va nous confronter à est-ce qu'on a les moyens, comment on peut faire, etc. Et puis l'autre modalité, c'est de se dire, comment on rémunère ou comment on rétribue les personnes, qu'est-ce qui compte pour elles. Donc, est-ce que c'est par exemple, ce qui va importer, bah, c'est d'avoir des ressources, par exemple, en chèque service ou en chèque cadeau pour pouvoir aller faire des courses, parce qu'en fait, c'est quelque chose où là, il y a un enjeu, donc on va essayer de penser ça. Est-ce qu'il y a besoin de faire un achat important et du coup, on se dit sur une semaine d'enquête, si c'est 50 euros par jour, on arrive à 350 euros, bah, on va acheter un bien matériel ou un objet qui correspond à ce montant-là. Mais donc, du coup, l'idée, c'est voilà, d'essayer de penser comment on peut mettre au travail, dans le cadre même de nos questionnements sur ce qui compte, la question de la rétribution avec cette co-enquêtrice. Voilà. Mais c'est des questions, enfin, c'est des ouvertures, puisque c'est un travail qui débute. Voilà. Merci beaucoup. Ah, mais, timing, là, entre Hélène et toi. Serge, je dirais pas, mais Serge est plus là, je crois, c'est ça. Bravo à vous. Attends, attends. On a mis un Alors, photo. juste, est-ce qu'il y a encore des. Est-ce que Serge est encore en ligne ou il s'est déconnecté? Il s'est déconnecté. D'accord. Donc, les questions ne pourront pas être adressées à Serge, sinon je peux faire semblant de répondre à sa place. Mais j'ai bien vu Étienne. Je vais te passer la parole, promis. Donc, Alors, je passe la parole à Étienne. Étienne, Bah, ouais, moi, je sais pas. Par rapport à Hélène, tout à l'heure, tu disais, on regarde si, par exemple, la personne a de l'argent tout le mois, mais les personnes de l'argent à la fin du mois, ils sont pas en précarité, tout ça. Et quand tu es sur Curatel, par exemple, tu as de l'argent à la semaine, tu as de l'argent tout le mois. Mais ça n'empêche pas que ça soit d'être en précarité. Vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à l'auto, c'est juste une parenthèse, mais je pense à vous le dire tout à l'heure, mais ça me venait à l'esprit, je le formule quand même, quoi. Et par rapport à l'ethnocomptabilité, pas l'auto, parce que l'auto est. C'est vrai, pourquoi savoir comment les gens comptent, comment les gens. euh, Est-ce que c'est le calcul mental? Est-ce que c'est le calcul. C'est tout? Et est-ce que c'est parce qu'on n'a pas fait de grandes études qu'on compte moins bien? Est-ce que. Je pense qu'il y a plus de notions quand tu as fait de grandes études, c'est sûr, mais. Moi, je suis pas allé loin à l'école. Hein. Je suis malade jeune. J'ai fait un métier manuel. Bon, je comptais beaucoup avant d'être sur Curatel. Je mettais de côté, je mettais de côté, je mettais de côté. Et d'ailleurs, c'est ambivalent parce que on m'a reproché de trop dépenser alors que je mettais de côté. Alors, arrivé dans la juge du Curatel, mais pourquoi vous avez cette somme? Ben, j'ai mis de côté. Et voilà quoi. Et ben, peut-être juste pour répondre à cette question, nous, on a différentes manières de poser la question. On pose la question de est-ce que comment vous êtes à la fin du mois? Vous avez plus rien, vous êtes en négatif, vous avez 100 euros ou vous êtes à l'aise? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est une autre question, c'est est-ce que vous vous restreignez sur certaines choses? Donc, j'entends la question de est-ce que vous faites des arbitrages? C'est intéressant de se dire comment est-ce qu'on le formule. Mais voilà, nous on disait est-ce que vous vous restreignez? Parce que je peux très bien avoir 100 ou avoir fait des réserves à la fin du mois et pour autant m'être restreint en disant bah, je ne suis pas parti en vacances, j'ai mangé que des pâtes pendant, je me suis restreint sur l'alimentation, voilà. Et du coup, c'est une autre question parce qu'on voit bien que ça dessine un autre rapport à l'argent. Ouais. Voilà. Donc en tout cas, on a plusieurs façons de poser des questions pour un peu éclairer cette question de la précarité perçue autant que la précarité objective. Et, voilà. Et après, nous, on fonctionne, je trouve le complément, c'est qu'on fonctionne par enquête, on pose des questions aux gens, on va pas, on est moins précis, c'est du déclaratif. Donc c'est aussi ce qui est vécu par la personne à ce moment-là et qui peut varier plus dans le temps. Et ben, pour répondre, déjà, merci beaucoup, Étienne, parce que ça me permet d'apporter quelque chose que j'ai pas eu le temps de présenter. C'est, en fait, ça pose la question de comment on réalise cette démarche ethno-comptable de manière très concrète. Parce qu'en fait, effectivement, comment on calcule, comment on garde trace, et alors est-ce que c'est mental ou pas? Là, l'idée, c'est de pouvoir mettre
à plat ce qu'on va compter, donc le mettre sur papier. Et justement, là, c'est quelque chose qu'on est en train de définir avec cette co-enquêtrice, de savoir c'est quoi les modalités les plus pratiques pour elle pour intégrer ces comptages dans son quotidien. Donc là, par exemple, donc ça date d'hier soir. En fait, elle m'a envoyé une note par téléphone portable. Et en fait, on partage une note avec nos téléphones portables où elle a fait un test de me marquer à la fin de sa journée tout ce qu'elle avait fait, tous les achats qu'elle a fait, tout ce qu'elle a reçu en termes d'argent, soit directement parce qu'elle a travaillé, elle a été payée en cash, soit indirectement parce qu'elle a travaillé, elle n'a pas été directement payée en cash, mais elle va recevoir un virement dans quelques jours. Et donc là, pour le moment, on essaye ça, mais peut-être qu'en fait, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir lui donner un carnet papier pour qu'elle note un peu tous les jours tout un ensemble de dépenses, de durée, enfin tous ces comptes qui vont être importants. Et l'idée, c'est qu'on en discute quotidiennement. On va avoir des temps quotidiennement pour faire le point sur ces éléments-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Je suis allé trop... Et juste, du coup, Jacques m'a coupé. Je voulais te dire aussi autre chose, mais j'ai oublié. Ça me reviendra, pardon. Oui, oui, Camille. Du coup, moi, je suis d'une asso et d'un réseau de collectifs et assos de gens de la rue et ou en grande précarité. Et pour Hélène, alors merci d'avoir développé cet outil et ces indicateurs. GAM nous avait été venu, enfin une personne, Sylvie, j'ai perdu le nom. Je suis pas très forte avec les noms. Barnezet, je pense. Oui, c'est ça. Était venu sur le lieu des habitantes et habitants de la rue et de la ville il y a quelques années pour nous proposer de participer à la co-construction de la charte de la participation de la métro, mais qui n'a pas donné grand-chose au bout du compte. En fait, les élus sont restés décideurs de leurs décisions, quoi. Enfin, bon, bref, et on n'a pas vraiment eu de retour. Mais du coup, là, bel outil, mais comment on... Enfin, nous, les invisibles, justement, invisibilisés, voilà, on aimerait bien pouvoir participer à ce type d'enquête sur le bien-vivre, etc. Mais quand on ne peut quand nous ne voulons pas non plus forcément utiliser des outils numériques pas du tout sécures, etc. J'entendais que dernièrement, que c'était tout comme tout passe au numérique, c'était terrifiant. Comment pouvoir j'imagine que c'est un tirage au sort, c'est ce qui paraît le plus juste, mais comment faire pour aussi nous impliquer dans ce type d'enquête. Voilà. Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, première petite réponse sur la question de l'échange avec Sylvie Barnezet et ce que ça a donné. Donc, il se trouve que mes collègues sont dans la même direction. Enfin, on était, puisque Sylvie a changé de fonction. Mais en tout cas, le boulot que vous avez fait avec une charte de la participation, c'est loin d'être resté lettre morte. Nous, on l'applique au quotidien dans notre... y compris notre service, on est assez militant sur le côté on donne la parole à tout le monde, et y compris aux plus éloignés. Et donc, on essaye de vachement varier les formats pour aller parler et prendre la parole. Mais c'est sûr que c'est jamais complet, quoi. Le problème, c'est qu'on a eu la parole, mais on est en rien dans les décisions, pas plus nous que les gens qui ont participé à la co-construction de la charte. Eh ben, sur le rien dans la décision, je ne peux pas être complètement d'accord. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple qui a été le plus parlant, c'est qu'on a fait une convention citoyenne pour le climat et qu'aujourd'hui, la convention citoyenne pour le climat, les élus, ils rendent des comptes aux citoyens sur l'application de leurs recommandations. On a beaucoup outillé ça avec un dispositif de suivi. Ils passent il y a tous les services de la métro et les élus, ils passent devant les citoyens pour leur dire voilà comment est-ce qu'on a appliqué ce qu'on avait dit qu'on ferait. Il y a un avis citoyen qui est rendu en conseil métropolitain là au dernier de février. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Donc voilà, juste, c'est jamais parfait et il faudrait plus, mais en tout cas, il y a du retour. Il y a des pétitions citoyennes sur lesquelles, si on atteint un certain seuil, on peut passer en conseil métropolitain et il y a du retour. Ben voilà, on essaye de tenir ça. Comment on donne suite. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde tout le temps.
Après, la question de comment est-ce qu'on va chercher les invisibles. Effectivement, ça, c'est une des difficultés de la statistique qui moyennise et qu'effectivement, j'ai certes 1001 personnes qui répondent. 1001, c'est assez pour être représentatif, mais par contre, c'est compliqué d'aller chercher des cas spécifiques. Ce qu'on a essayé de faire, c'est que, notamment pour fabriquer eBest, on avait pré-repéré un peu des profils qui ressortaient, des profils types. Donc, il y avait, je vous la fais en caricatural, mais le cadre stressé, une personne qui était plutôt des familles monoparentales un peu plus en difficulté, des entrepreneurs artisans, tout ça. Donc, on était allé chercher un peu des profils comme ça. Et on était aussi allé chercher des gens qui n'étaient pas dans la statistique. Donc, dans notre panel, quand on a construit le eBest, il y avait aussi, par exemple, 2 étudiantes qui avaient 17 ans, parce qu'on s'était dit, tiens, nous, on va interroger que les plus de 18 ans et c'est intéressant. Et il y avait une personne sans papier qui était à la rue, qui était dans le groupe de travail. Et avec eux, on a eu cet échange avec les chercheurs sur est-ce que les chiffres et les stats qu'on sort, elles ont du sens. Et après, c'était mis en discussion. Donc, c'est une petite chose, mais par contre, ça veut dire que dans la phase de construction, ça a eu lieu. Et sur la question de comment est-ce qu'on recrute les gens qui répondent à ce type d'enquête, en fait, je suis d'accord que le tirage au sort, c'est le plus équitable. Et en même temps, ça veut dire qu'on tire au sort en général les gens qui ont un téléphone portable. Et du coup, ou un téléphone, parce qu'il faut qu'on puisse les contacter. Donc, dans notre enquête, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, donc nous, on fait pas tirage au sort, on fait plutôt un appel à volontaires. Donc, sachez que n'importe qui peut répondre à l'enquête. Vous allez sur le site de GEM et vous pouvez rentrer dans le panel pour répondre. Et c'est super si vous le faites. Parce qu'on a toujours besoin de continuer à recruter. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des profils qu'on n'arrivait pas à voir comme ça. Donc, on fait du démarchage aussi, notamment avec des centres sociaux, etc., pour aller chercher des gens qu'on accompagne pour renseigner l'enquête. Donc, on vient avec une petite tablette ou un ordinateur et on aide à faire cette enquête. Mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire pour rééquilibrer. Mais je suis d'accord que c'est un gros challenge d'être représentatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps, on peut se donner encore un peu de temps pour... Pardon? Toi? Ah, je finis ma phrase et je te passe le micro après. Donc, il y a Florian qui a levé la main, mais d'abord, il y a toi, manifestement. Vous voulez parler pour ça, vous donner le micro tout à l'heure? En fait, Hélène a répondu à ma question. Bon, il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que tu as dit. Un truc que j'ai pas compris. Parce que, on va dire, au début, tu as dit les bateaux, on va dire, où il fait, quoi ça s'appelle, les gasoil, dans la richesse. Maintenant, parce qu'automatiquement, il ne pollue la mer, il ne pollue la bazar. Vous voulez la richesse pour eux. C'est ça que je ne comprends pas. Ouais, ah bah ça, c'est le grand problème de la comptabilité nationale qui, en fait, ne compte que là où il y a des flux d'argent. Et en fait, polluer la mer, ça coûte rien. Mais par contre, après, polluer la mer, la dépolluer, ça coûte de l'argent. Il y a des flux parce qu'on envoie des gens qui disent allez, on va dépolluer, donc on paye ces gens pour le faire. Et du coup, ça augmente le PIB. Et à l'inverse, donc ça, c'est ce qu'on compte des trucs qui sont négatifs. Et à l'inverse, il y a des choses qu'on compte pas dans le PIB, comme tout le bénévolat ou le travail d'un parent au foyer, ou tous les biens qu'on considère comme gratuits, comme l'utilisation de l'air, de l'eau, etc. Ben ça, on le comptabilise pas. Et c'est pour ça que dans toutes ces réflexions qui sont à plein d'endroits de comment est-ce qu'on compte ce qui compte, eh ben, on va interroger le rapport à l'argent. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que ici, vous soyez presque, si j'ai bien compris, vous dites uniquement sur les flux financiers. Mais il y a quand même, et donc, parce que là, tu as dit comment est-ce qu'on compte financièrement, mais peut-être moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'on compte le temps aussi ou d'autres trucs, quoi. Ouais. Vous, c'est pareil, on va dire, côté famille, dans beaucoup de familles, ils se serrent la ceinture pour arriver, pour nourrir ses gosses, tout ça. C'est pas facile. Et c'est pas, on va dire, c'est pas c'est pas la première famille. C'est pas la première famille, mais ça, c'est malheureux. T'en as des millions pour jouer un ballon ou quoi. Eux, ils se crèvent, là, rien. Hein? Il y a Florian qui peut prendre la parole. Peut-être tu peux dire un mot? Bah, je dirais. C'est sur. T'étais là-bas, moi, j'étais là-bas, moi. Moi, je dirais que la question s'adresse aux deux. Il faut compter, il faut aller chercher l'info,
faut ne pas faire peur aux gens parce que je pense que quand on parle enquête, recherche, etc., je pense qu'on fait peur parce que vous ne savez pas, les chercheurs, faire de la vulgarisation. Malheureusement, vous apprenez petit à petit. Et encore, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne vous faudrait pas, pour que les recherches soient plus faciles, soutenir la création de postes d'anciennes personnes concernées par des problématiques pour qu'elles soient là pour faciliter aussi vos demandes? Est-ce que les gens avec qui vous travaillez comprennent toujours bien ce que vous leur demandez? L'un ou l'autre peut répondre, c'est destiné à tous les deux en fait. Est-ce que vous m'avez compris? Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je suis pas d'accord sur le. Enfin, je pense qu'il y a. Enfin, on peut pas généraliser autant sur les chercheurs. Je pense qu'il y a plein de chercheurs différents. Il y en a qui sont plus ou moins clairs. Il y a des travaux plus ou moins accessibles. Enfin, il n'y a pas les chercheurs en général. Donc ça, c'est le. Pardon? Oui, mais même si les gens, il y a des chercheurs qui sont pas forcément là, je pense, qui travaillent sur d'autres sujets, qui peuvent être aussi très accessibles dans leurs travaux et avoir ce souci-là aussi. Donc voilà. Le deuxième point, c'est effectivement tout l'enjeu dans la démarche actuellement. Là, moi, que je suis en train de mettre en œuvre avec cette co-enquêtrice, c'est justement en fait qu'on s'accorde l'un et l'autre sur ce qu'on attend de ce travail-là. Et donc, pour le moment, on est dans une phase préparatoire à la démarche d'ethnocomptabilité. Donc, elle est intégrée, je dirais, à la recherche. Mais l'idée, c'est justement de définir ensemble qu'est-ce qui compte pour elle, comment on va le mesurer. Donc, à la fois ces dimensions financières, mais aussi, par exemple, pour elle, tout un enjeu, elle habite en milieu rural, c'est des enjeux de déplacement. Bah, du coup, qu'est-ce qui compte en fait dans ces déplacements? Est-ce que c'est de la durée? Est-ce que c'est des kilomètres? Est-ce que c'est le coût de l'essence? Et donc, en fait, c'est quoi le bon critère pour mesurer l'importance de ces déplacements-là pour elle? Donc, en fait, on définit ensemble ce qu'on va compter, ou ce qu'elle va compter et sur quoi moi je vais la questionner. Mais tout l'enjeu est bien là, effectivement, de s'accorder et d'être sûr qu'on se comprend bien. Et peut-être sur la question de comment est-ce qu'on associe les principaux concernés ou les habitants à nos indicateurs. Je l'ai un peu décrit sur la définition de comment est-ce qu'on a choisi à la fin les bons indicateurs. Une autre démarche qu'on a faite que je trouvais hyper intéressante, c'est cette histoire des seuils de soutenabilité, parce qu'il y a choisir les indicateurs, puis après se dire à partir de quand on est dans le rouge et à partir de quand on est dans le vert, qu'est-ce qui est, à partir de quand c'est bien. Et on avait fait toute une démarche assez participative sur chacune des 8 dimensions là d'IBEST pour se dire qu'est-ce qui est un seuil de soutenabilité. Et je me souviens que sur la question du temps, les gens, ils avaient dit finalement, c'est d'avoir un juste équilibre entre le temps choisi et le temps subi. C'est-à-dire, je sais bien qu'il y a toute une partie de mon temps que je ne maîtrise pas parce que c'est du temps contraint, de déplacement, de travail, etc. Mais si j'ai un bon équilibre, alors eux, ils étaient sur 1-1. Une heure choisie pour une heure subie. Après, vous décidez ce que vous mettez dedans. Est-ce que le sommeil, c'est une heure choisie ou subie, etc. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir ces échanges-là. Et c'est vrai que nous, ça nous a déplacés par rapport à nos logiques un peu de gestionnaire de services publics, où on est dans nos logiques de comment est-ce qu'on, par exemple, on va beaucoup être sur les temps de parcours, les temps de trajet, sur comment on les réduit le plus possible, parce que on part du principe que c'est un peu du temps perdu. Et puis dans l'échange avec des gens, il y a des gens qui disent, bah non, en fait, moi, c'est un sas aussi de décompression. Et ce temps-là, c'est plutôt un temps qui est bon. Voilà. Donc on est aussi sur c'est ce que je disais sur le doigt, en fait, c'est que c'est le comment est-ce qu'on commente l'indicateur qui nous intéresse. Ouais. Oui, donc merci pour les présentations déjà. Ensuite, j'avais une question concernant les arbitrages qui ont été mentionnés, parce que justement, en fait, il y a eu un début de réponse, mais les arbitrages qui sont donc non quantitatifs, si j'ai bien compris. Et ma question est comment est-ce que, comment vous suivez ces arbitrages en fait en pratique, s'ils ne sont pas quantitatifs? Et je pose la question parce qu'actuellement, il y a toute une réflexion qui est en cours sur justement, bon, vous l'avez peut-être compris, mais la rétribution des dispositifs participatifs notamment via Cap Droit. Et dans ce cadre-là, l'une des manières, en tout cas, qu'on teste pour répondre à cette question de l'arbitrage, c'est qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui est reçu. Donc avec une espèce de logique don contre don, peut-être à affiner, hein, mais voilà, c'est un mécanisme d'étude de l'arbitrage, on va dire. Et donc voilà, je voulais en savoir un peu plus sur vos propres mécanismes d'étude des arbitrages, s'ils ne sont pas quantitatifs. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Non. Je ne sais pas, tu me diras parce que peut-être je vais répondre complètement à côté. Là, en fait, pour suivre ces arbitrages, je pense on a,
on va avoir deux manières principales de faire. On va partir des tableaux de ce qui aura été compté par la personne pour justement retracer en fait le pourquoi de ce chiffre-là en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et l'idée, et ça c'est assez présent dans l'ethnocomptabilité, c'est de se dire, de réinterroger quels étaient les autres possibles au moment où l'acte a été réalisé. C'est-à-dire, j'ai cette dépense qui a été, je dis n'importe quoi, j'ai une dépense qui a été, je dis pas tout à fait n'importe quoi puisque c'est ce qu'elle me dit en entretien. Du coup, j'ai attendu 3 semaines pour aller acheter 9 shampoings dans tel supermarché. Parce qu'en fait, si j'achète 9 shampoings dans tel supermarché, j'ai telle réduction, etc. L'idée, c'est de se dire, c'est pas simplement de comprendre le mécanisme qui amène la personne à acheter 9 shampoings dans ce supermarché, mais c'est de se dire, en fait, elle a quelle autre possibilité que d'aller acheter ces 9 shampoings à ce moment-là? Est-ce est qu'en fait, elle peut tenir? Est-ce qu'elle peut aller acheter des shampoings ailleurs? Et quel coût aurait l'achat d'un autre shampoing ailleurs? Donc ça, c'est un premier élément. Donc plutôt par entretien, là, de retracer en fait à partir de ce qui aura été compté. Et ce qui est important aussi dans la démarche d'ethnocomptabilité, c'est de pouvoir suivre les personnes en train de compter et en train de réaliser leurs actes de mesure ou d'évaluation. Donc de pouvoir les suivre dans des activités très concrètes pour voir justement en direct, en train de se faire ces arbitrages-là. Donc là, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on est en train de discuter, de savoir quels sont les moments ou les activités où ma présence serait acceptable et donc d'être plutôt sur une démarche ethnographique à ce moment-là. Mais peut-être que je réponds complètement à côté. Ouais, il y a Thierry aussi. Ok, je note. Mais juste peut-être pour compléter, si ça, pour voir si vous vous accordez, parce qu'il me semble dans ta question, Simon, qu'il y a justement cette question de sortir de la dimension des arbitrages quantitatifs et donc notamment de cette question monétaire. Mais par exemple, on le voit, il y a toujours une dimension quantitative, y compris même quand c'est la question temporelle qui va jouer, ou quand ça va être le fait, tu vois, des gens qui vont par exemple privilégier de passer du temps avec de la famille ou avec d'autres personnes plutôt que d'aller prendre du temps de loisirs pour elles, etc. Finalement, dans l'ethnocomptabilité, on va toujours être dans quelque chose de quantitatif à un moment donné qui va nécessiter ça, quoi. Donc je pense que c'est ça, je pense que l'idée même, c'est d'arriver à ça. Mais... Et c'est aussi, en fait, enfin, il y a des textes de Cotreau, il explique ça aussi, justement, ce à quoi on tient s'observe aussi par le temps qu'on y consacre, les moyens qu'on y donne. Et donc, en fait, on peut toujours, pratiquement toujours, un peu revenir, en fait, à un indicateur quantitatif, mais qui ne sera jamais explicatif de l'ensemble de l'activité. Il se doublera toujours en fait d'éléments qualitatifs et notamment moraux pour comprendre un peu les arbitrages. Déjà, je voulais vous remercier pour vos interventions. C'était vraiment très intéressant. Après, c'est vrai que l'ethnocomptabilité, je découvre ça depuis vendredi dernier, parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Alors, du coup, je vais me permettre de rebondir sur une question qu'a posée Florian tout à l'heure. Est-ce que pour l'ethnocomptabilité, ce serait pas plus intéressant d'échanger avec des gens qui ont un tout petit peu de recul? Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 6 mois, plutôt qu'avec des gens qui ont la tête dans le guidon. Ça, il faut plutôt voir ça avec les tuteurs ou les curateurs. Désolé, hein. Faut être plus réactif, Jacques. T'es doublé. Hein. Eh ben oui. Mais pardon, c'est quoi les personnes qui ont du recul, dans quel sens Ouais, pardon, ouais, c'est compliqué de faire un échange avec. Et ben, ce que je voulais dire, la notion de recul, ça me concerne personnellement. Parce que moi, oui, il m'est arrivé un accident de la vie en 2016. Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans. Voilà ce que j'appelle la notion de recul. Ok. C'est pas en une semaine ou le jour même Ah qu'on oui. peut réfléchir et qu'on peut arbitrer. Ok. Ouais. Ok.
arbitrage qui est très intéressante que vous avez introduite, bien plus, excusez-moi, que la notion de restriction. J'y réfléchis. Ouais. Oui, deux registres de questions. La première, sur recettes dépenses et le fait que un euro vaut pas un euro, un dollar vaut pas un dollar en fonction de comment il est arrivé, comment on l'a reçu, comment on va le dépenser et comment donc il y a des asymétries dans des chiffres importants. Sans doute, les 9 bouteilles de shampoing, ça vient pas rivaliser avec, le charbon ou, les sorties pour enfants. Ça vient rivaliser avec la catégorie, dépenses de toilettes, hein. Et ces dépenses, sans doute, elles sont reliées à, des recettes, on va dire, peut-être contraintes ou peut-être, disons, en tout cas, un certain type de recettes. Là où il y a, d'autres types de recettes qui sont, valorisées comme, extra, faire rentrer dans l'extraordinaire ou bon et donc ces registres, en fait, hem, d'asymétrie dans la quantification, comment tu essayes de les prendre en compte? Alors sans doute par, la reprise un peu qualitative, que vous évoquez, mais voilà comment donner sens à, pourquoi c'est important ces 9 bouteilles de shampoing? Et l'autre question, plutôt sur la méthode, et donc nos affaires de rétribution, heu, en fait, quand on te donne le tableau, est-ce qu'il faudrait pas le payer, le tableau? Tu prends pas. T'entends pas, Florian, si tu ne parles pas dans le micro. Laissez pourtant. Hein. Faut pas s'empêcher. Il y a un autre tour de parole avant toi. Ah, c'était juste pour faire un bras d'humour. Pourquoi elle achète 9? C'est pour avoir la 10e gratuite? Attends, Benoît, il voulait compléter. Ah, Benoît, tu veux compléter. Attends, vas-y, complète. Vas-y, Benoît. Oui, derrière, c'est en fait, qu'est-ce qui est rétribué de l'ordre d'une activité, ordinaire qui est enquête ou pas enquête, en fait, ça change pas. C'est simplement le chercheur qui dit: «Mais ça a de la valeur, je vous le paye». Mais pour la personne, en fait, elle l'a pas fait pour être payée, elle a pas fait une activité d'enquête. Simplement, on lui prend et on lui dit: «Ça a de la valeur». Versus, la réflexivité demandée. Je vous demande une activité supplémentaire, et qui est en fait qui repose pas sur les mêmes compétences que celle aussi de compter au jour le jour, hein, qui repose sur, des formes de réflexivité, qui sont là encore, qui ont des conditions, je sais pas comment il faut dire, de compétences qui varient beaucoup, quoi, hein. Et bah oui, et puis, alors du coup, je commence par cette question-là. Finalement, nous, ce qu'on a pensé initialement, c'est la rétribution dans le cadre d'une activité supplémentaire à l'activité ordinaire qu'elle réalise de comptage. En fait, on n'a pas pensé, tu vois, je suis d'accord hein, sur le pourquoi on payerait pas pour récupérer le tableau ou les tableaux au pluriel. Effectivement, c'est une très bonne question et du coup, il faudrait elle mérite d'y réfléchir et de voir, enfin, comment on fait, sur quoi on se base en fait pour payer ça, comment, etc. Mais nous, on a pensé l'activité supplémentaire, c'est-à-dire j'avais déjà réalisé des entretiens avec elle sur le fait qu'il y avait une activité ordinaire de comptage, mais qui n'était pas l'activité. En fait, l'ethnocomptabilité allait demander de pousser plus cette activité de comptage, à la fois sur compter d'autres choses et compter plus qu'elle compte déjà. Et donc ça, on a essayé de l'estimer de manière un peu arbitraire, de se dire
on estime un montant pour considérer cette activité supplémentaire en plus et on la met au travail avec elle. Ça, c'était important, c'est de se dire, on estime, mais c'est juste pour avoir une base de discussion et ensuite on voit comment on fait concrètement. La première question que tu posais, Benoît, merci, elle est super, super importante. J'ai pas de réponse précise en tête, si ce n'est que je sais en fait. Alors c'est une jeune mère là qui vient de se remettre en couple il y a quelques mois et depuis quelques semaines, elle partage un compte commun avec son nouveau compagnon. Et justement, ce compte commun est dédié à 3 choses et qui renvoie un petit peu à des blocs de répartition dans ces dépenses-recettes. Le compte commun, il va servir à tout ce qui est loyer, frais de la maison, etc., électricité, facture, etc. Les soins pour eux et pour la fille, et les loisirs. Et du coup, en fait, ça, c'est une enveloppe que eux estiment. Donc, ils mettent un certain montant chaque mois dans ce pot commun. Et en fait, ils évaluent au fil des jours et au fil des semaines comment ce montant évolue. Pardon. Par exemple, s'il y a peu de soins à faire sur une période de 15 jours, 3 semaines, ça veut dire qu'il va y avoir un peu plus pour des loisirs. Et donc là, en fait, il va y avoir une répartition comme ça qui va pouvoir s'opérer. Et puis après, il y a aussi, par rapport à ce que tu disais sur les recettes, les dépenses, donc ces asymétries, il y a aussi les moyens, pardon, je termine là-dessus, il y a aussi si on s'arrête sur les dépenses, c'est aussi les moyens de dépenser. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va être dépensé avec la carte bleue, avec un prélèvement ou avec du cash, c'est pas les mêmes choses et c'est pas les mêmes enjeux derrière. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de travailler pour pouvoir l'inclure dans l'enquête. Merci, merci beaucoup pour vos 2 présentations, c'était vraiment hyper, stimulant. Et moi, je voudrais réagir sur, la question des méthodes dans la construction des indicateurs. Là, en l'occurrence, je parle plus spécifiquement de l'ethnocomptabilité, mais ça fonctionne aussi pour la question de l'indicateur, du bien-être. Donc déjà pour les pratiques ordinaires, de l'ethnocomptabilité, donc moi j'ai noté que, il y avait, comment dire? Un aspect il y avait une dimension, voilà, relationnelle, mais aussi spatiale et géographique, et je me demandais ce qu'il en était de la dimension, biographique, en fait, des personnes dans la compréhension, en fait, comment dire? Ouais, dans la compréhension, en fait, du sens donné à une pratique, sociale, comme l'argent, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est vrai que dans le rapport à l'argent, il y a un truc, il y a un sens qui est aussi transmis dans la famille, je trouve, je fais un peu la sociologie de comptoir, mais du coup, c'est vrai qu'il y a pour moi, c'est vraiment important, je trouve, comment on nous inculque, comment on nous apprend, en fait, à dépenser, que voilà, quel sens on nous apprend, quel sens on nous apprend selon notre milieu d'origine, en fait, par exemple, mais aussi en fonction de nos parcours, de nos trajectoires biographiques. Donc les éléments, voilà, les choses qui nous arrivent dans nos vies, comme le fait de devenir, on ne naît pas, femme, mère, mère des familles, seule, quoi, mais et du coup, en fait, c'est vrai que c'est des reconfigurations, voilà, comment dire? Comment on appelle ça? Des ruptures biographiques, en fait, qui entraînent aussi un changement de rapport dans l'argent, et du coup, je trouve ça intéressant. Et puis aussi, parfois aussi une question un peu politique aussi, en fonction de là où dont on vient, et de notre rapport au monde. Et donc, par exemple, on peut très bien se dire que, bon, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais en fait, pour moi, je valorise le fait je sais pas, je valorise l'alimentation dans mes dépenses, parce qu'en fait, pour moi, même si j'ai pas beaucoup d'argent, je préfère, je sais pas, mettre plus d'argent dans l'alimentation, même si je pourrais le faire moins, parce qu'en fait, je sais pas, pour moi, c'est important, la santé, parce qu'en fait, dans ma famille, on m'a inculqué que l'alimentation, c'était important, ou je dis n'importe quoi, mais genre les chaussures, c'est plus important que les t-shirts, et voilà, les pratiques vestimentaires. Et donc ça, je pense que c'est transmis aussi, et donc, au niveau de la socialisation, quoi.
Donc, voilà, je me demandais à vous deux, j'ai un peu donné, enfin, voilà, je donne un peu des pistes de réflexion, mais c'est un peu des questions que je me pose et je me demandais comment vous avez appréhendé ça, ces dimensions-là biographiques et même parfois aussi politiques dans la construction des indicateurs dans le sens donné, voilà, dans le sens donné à des pratiques, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, c'était un peu long. Euh, Vu le côté enquête sur un moment, c'est sûr que nous, on a moins d'approche longitudinale et moins de dimension compréhensive. Il y a quelque chose de l'ordre de la photographie. Je trouve que les deux trucs qui permettent un peu de répondre à cette question, c'est d'une part, on va poser des questions sur nous, les pratiques, voilà, comment est-ce que vous dépensez, etc. Mais aussi sur le sentiment, la représentation du bien-être. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que globalement, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes satisfait de vos relations aux autres? Est-ce que vous êtes satisfait de votre rapport au travail? Est-ce que vous êtes satisfait de votre rapport au temps et de comment est-ce que vous utilisez? Donc, en fait, on va éclairer un peu cette question de l'accomplissement de soi sous l'angle satisfaction, qui est partiel, hein, voilà. Mais c'est comme ça qu'on arrive à le capter et le mettre au regard de pratique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était un peu mon schéma, la croix là, entre le fait de se dire, je pose pas a priori le fait de dire que voilà ce qui est être bien, mais c'est dans ce rapport entre ce que j'aimerais être et faire et ma capacité à le faire que je trouve une notion d'équilibre. Voilà. Après, la chose que je trouve intéressante à avoir en ligne de mire aussi, c'est comment nous, ce type d'enquête, alors qui est aussi très macro, ça nous aide peut-être à se redire qu'est-ce qui compte pour les gens, qu'est-ce qui a de la valeur, et peut-être que cette question de l'alimentation, il y a 10 ans, elle n'était pas si importante, et qu'aujourd'hui, on va voir que peut-être les gens qui se restreignent sur l'alimentation, ils sont globalement moins satisfaits. Enfin, il y a des petits signaux faibles comme ça qu'on va faire ressortir. Et j'en ai pas parlé, mais on a une autre enquête sur les questions de rapport à l'environnement où on est un peu plus fin aussi là-dessus sur qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous avez comme valeur et qu'est-ce que on va creuser la question de l'aspiration au changement. Si vous pouviez faire autrement, qu'est-ce que vous iriez chercher? Et donc là aussi, on va plutôt les mettre aussi pas tant dans le passé, mais dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voudriez comme changement? Gabriel? Oui, rapidement sur la dimension biographique. En fait, presque l'enquête, cette enquête, elle part quasiment de là d'un entretien un peu classique, on dirait. Et finalement, au cours de l'entretien, la personne va expliquer qu'il y a eu une rencontre marquante pour elle, qu'il y a eu une rencontre avec une conseillère économique, sociale et familiale, qui l'a obligée à faire des budgets parce qu'elle avait des dettes et qui lui a donné des budgets, enfin des tableaux de budget à remplir pour l'accompagner, etc. Et qu'elle s'est pris au jeu. Donc du coup, elle a trouvé ça intéressant et progressivement, elle a transformé les tableaux qui lui avaient été donnés par la travailleuse sociale, elle a transformé les catégories qui étaient prédéfinies dans ce tableau-là parce qu'elle les estimait pas assez adaptées à ce qui comptait justement pour elle. Et donc c'est progressivement qu'elle a mis en place ses propres tableaux. Donc, enfin voilà, du coup il y a cette petite dimension biographique là qui apparaît, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui vont apparaître au fil de l'enquête. Et moi, rapidement, donc là, j'ai bien compris que vous avez pour l'instant seulement une co-enquêtrice, c'est ça, une personne enquêtée. Et je me posais la question du traitement des données. Enfin, je connais pas, ou très peu l'ethnocomptabilité et je me demandais comment vous comptiez traiter les données issues de cette enquête. Je sais pas encore. On va voir au fur et à mesure. Vraiment là, c'est découverte, expérimentation, on teste. C'est aussi de voir comment on va analyser avec la personne potentiellement. Mais ouais. En tout cas, si la question c'est de savoir s'il y a nécessité d'avoir un échantillon extrêmement grand de personnes, généralement dans les démarches ethno-comptables, on est sur des tout petits nombres. Et l'idée, c'est plutôt de venir explorer et être dans le détail très très précis sur des situations particulières plutôt que de tenter de. Puis de toute manière, on n'aura pas les moyens de mener une enquête. On est déjà en train de se dire est-ce que deux c'est possible? Mais voilà. En tout cas, on espère que ça va venir éclairer d'une façon particulière une démarche qui est menée par entretien par ailleurs, en fait, sur d'autres territoires.
Merci, un grand merci à vous deux. C'était super. On va clôturer. Merci.